Waste Management Division, Mr. Bhagat Singh Biraji, Director of the Department of Waste Management and Resource Recovery, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed, a very good morning to you. On behalf of the Solid Waste Management Division of the Ministry of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, I would like to extend a very warm welcome to all of you to today's half-day workshop on the implementation of the National Waste Management Strategy with respect to the Integrated Waste Processing Facility, also known as the IWPF, the vertical expansion of the Marsh Coast landfill, and the environmentally sound management of hazardous waste. As you may be aware, the Solid Waste Management Division has spearheaded a solid waste management strategy and action plan since 2018 with the support of the Agence Française de Développement, the EFD, focusing on resource recovery and recycling. Two major sustainable waste management projects that have emanated from the strategy and action plan are the Integrated Waste Processing Facility and the vertical expansion of the Marsh Coast landfill. As regards hazardous waste management in Mauritius, a state-of-the-art facility was set up at La Chaumière for the management of hazardous chemical waste, which cannot be treated in the country. Ladies and gentlemen, this facility is fully operational since 2017. The legislation regulating this sector is currently being reviewed in order to increase the capture of hazardous waste so as to protect human health and the environment. To ensure the effective implementation of these projects, the Solid Waste Management Division has been ardently working on the establishment of a legal framework through its new Waste Management and Resource Recovery Act 2023. Hence, the aim of today's workshop is to provide insight into the implementation stages of the IWPF, the vertical expansion of the landfill, and the environmentally sound management of hazardous waste, and to also engage the participation and collaboration of all stakeholders in these three priority projects in line with the new Waste Management and Resource Recovery Act 2023. Now, ladies and gentlemen, without much ado, I would like to invite Mrs. Shabina Luton, Permanent Secretary of the Solid Waste Management Division, for her address. Honorable Karias Ramanu, Minister of Environment, Solid Waste Management and Climate Change, Mrs. Leïcha Sapchi, Director of Agence Française de Développement, Dr. Somaya Moutou, Portfolio Manager, United Nations Development Programme, Mr. Biraji, Director of the Solid Waste Management Division, representative of ministries and departments present, Mr. Ramjawan, the consultant and facilitator for this workshop, chief executives of local authorities and of the private sector, distinguished guests, all protocols observed, ladies and gentlemen. Good morning, everyone. On behalf of the Solid Waste Management Division of the Ministry and on my own behalf, I extend a warm welcome to all of you and thank you for having responded positively to our invitation for this workshop on the implementation of the National Waste Management Strategy. When I joined this ministry last year, as any public servant, you take cognizance of main policy documents. The first policy document was the Government Programme 2020-24, where government has taken the commitment to divert by the year 2030 about 70% of generated waste from the landfill through an ecological transition. The second document I took cognizance was the National Waste Management Strategy, which recommends maximization of resource recovery and recycling in the short and medium term, and energy recovery from waste in the long term. However, at the same time, I was pressed to push forward the project of the vertical expansion of the Marsh Coast landfill. Is this not a paradox? No, ladies and gentlemen. Irrespective of any waste management strategies that can be adopted, there will always be residual waste and some non-recyclable waste that should be ultimately disposed of in an environmentally safe manner. We all know that the Seoul landfill has reached saturation, some 10 million tons of solid waste since its operation in 1997,
and an annual disposal of around 540,000 tons. In view of the scarcity of land, we had no option, and of course there is no better option than to go for the vertical expansion of the landfill through maximization of available space and creation of additional void space. Unfortunately, the procurement of this complex project took longer than expected, with the first exercise which became unsuccessful in 2022. With a review of the design of the project, aiming at securing ultimate waste disposal capacity for the next 15 years, and a revision of the cost estimates, a second exercise was undertaken last year with approval and evaluation at the level of the Central Procurement Board. A new contract, a new 10-year contract, has finally been awarded in June this year. More technical details on the project with respect to the civil engineering works, the operation, and the environmental monitoring will be given in the presentations later. The second project for which I was called upon to follow closely is the setting up of the 2 regional integrated waste processing facilities, which emanates from the National Waste Management Strategy and Action Plan. Here, I wish to express the gratitude of the Solid Waste Management Division to the Agence Française du Développement, which funded the commissioning of a study and the development of the strategy, focusing on resource recovery and recycling. And Agence Française du Développement continues to support us in the implementation of numerous projects at the Ministry. At the time I joined the Solid Waste Management Division as Joint Secretary in March last year, the date of submission of request for proposal was about to close. The challenge for us, public officers, was to proceed with the procurement exercise not under the Public Procurement Act, but under the BOT Projects Act 2016 and the Public-Private Partnership Act, and also to ensure due diligence at each and every step of the process. Evaluation was undertaken at the level of the Ministry, and which was followed by negotiation with the preferred bidders. I must emphasize that a variety of expertise is required for such a project. The Bid Evaluation Committee co-opted mechanical engineers from the Ministry of National Infrastructure and Community Development, representative of the BOT unit, and the Accountant General's Office. As regards the negotiation, a panel under the chairmanship of the Deputy Financial Secretary, with members of the Bid Evaluation Committee and also a representative of the Attorney General's Office, was set up to discuss and negotiate with the preferred bidder on the ultimate concession agreement. Following submission of the report of the negotiating panel, the recommended draft concession agreement was sent to the State Office and to the BOT unit for vetting. And as per the BOT Projects Act, approval of the Cabinet of Ministers was sought. A letter of award, also duly vetted by the State Office, was issued not later than last Tuesday. This project is expected to become operational toward the end of year 2016. However, the key to the success of the project is proper segregation of waste at source, which in itself is another challenging project where the collaboration of local authorities and a change of mindset and habits in the manner we generate, collect, and manage waste are required. Besides deployment of necessary resources to the local authorities, a full education, communication, sensitization program needs to be developed and implemented because it takes time for change. With an installed capacity of around 130,000 tons in each facility, it is expected that around 40% of waste will be diverted from the landfill. To achieve the ambitious goal of diverting 70%, the Solid Waste Management Division is called upon to work on several projects simultaneously because we are not far away from 2030. Another challenging project which will be on the PPP basis is the Extended Producer Responsibility Mechanism, whereby government provides the legislative framework within which the EPR will be run with an oversight from the Ministry. The regulations are being finalized for EPR on pet bottles and e-waste. Here, the close collaboration of the private sector is required to put in place the system rapidly that will enable the capture of some 8,000 tons of waste and some 2,500 tons of pet bottles. Honorable Minister, allow me to speak of two issues that are not on the program of the workshop,
but which is indirectly related and which I believe is a must to mention. I still recall when I reported to the Minister of Environment, Solid Waste Management Division and Climate Change last year, and I met the Honourable Minister. Of course, he mentioned the major projects to me, but he also asked me to give special attention to the human resources of the Solid Waste Management Division in terms of availability of staff and of the working environment. The Honourable Minister, having at heart the welfare of the staff of his ministry, constantly followed with me on these two issues. With additional funds and clothes in the budget, the recruitment exercise was thus expedited, and we had 2 project officers were appointed some 3 weeks ago, and today, yesterday, I signed the appointment of 4 more ones. As regards the second issue, thanks to the support of the Honourable Minister in securing the required budget for new office accommodation, we have been able to award a contract for rental of our most spacious office premises at Eben, and we expect to move there by the end of this month. While years 2020 and 2021 have been years of the talk, whereby studies have been carried, strategies developed, and year 2022-23 laid down the foundation stones for a paradigm shift with conceptualization of projects. Now we are walking the talk, but the road ahead is challenging. We need the collaboration of all our stakeholders, other ministries and departments, the private sector, contractors, recyclers, exporters, NGOs, and each and every citizen of this country to achieve our vision of sustainable waste management. With these words, ladies and gentlemen, I thank you for your attention and wish you a fruitful workshop. Thank you. Je suis très honorée d'introduire en tant que partenaire ce workshop sur la stratégie nationale de gestion des déchets. Je vous remercie sincèrement de l'invitation. La gestion des déchets solides à Maurice a longtemps été centrée sur une approche linéaire avec plus de 95% des déchets solides de l'île éliminés dans une seule et unique décharge, celle de Marchicose. Aujourd'hui, cette décharge en permanente proche de la saturation entraîne des coûts significatifs de traitement. Face à cette situation, le gouvernement a pris la décision courageuse de changer de cap. Nous qui vous accompagnons depuis 2017 sur ce sujet, nous savons à quel point c'est courageux. Il s'agit désormais de faire évoluer la gestion des déchets solides vers un modèle d'économie circulaire. Ce modèle plus durable repose sur les principes de prévention, de réemploi, de récupération, de recyclage et de la valorisation des déchets. Depuis 2017, la Solid Waste Management Division du ministère de l'Environnement a élaboré une nouvelle stratégie et un plan d'action ambitieux pour atteindre ces objectifs. Ce plan vise à encourager à court et à moyen terme le développement des infrastructures nécessaires pour le tri des déchets à la source, la création de déchetteries municipales, des usines de compostage ainsi que des unités de tri. À long terme, nous explorons aussi également le potentiel de valorisation énergétique des déchets solides. Dans cette dynamique, que j'admire encore, l'Agence française de développement apporte un soutien précieux. Tout d'abord, appui à la CWMD depuis 2017, l'AFD a contribué à la mise en place de cette stratégie nationale des déchets solides, à la définition d'un plan d'action prioritaire et à l'élaboration d'une étude de faisabilité pour l'établissement de centres de tri et de compostage. Soutien au ministère de l'Environnement et aussi de la Chambre de commerce et de l'industrie de Maurice, l'AFD a financé une étude de faisabilité pour la mise en place d'un système de collecte et de gestion des déchets électriques et électroniques. Ensuite, appui à Cap Business Océan Indien, l'AFD a soutenu une étude régionale pour une approche commune de la gestion des déchets dans les îles de l'océan Indien. Aussi, financement du projet Exploit, ce projet piloté par la Commission de l'océan Indien et financé par nous, vise à optimiser l'utilisation des plastiques dans la région tout en réduisant leur impact sanitaire et environnement. Et aujourd'hui, partenariat fort avec l'ADEME Réunion,
l'AFD finance également un partenariat technique avec l'ADEME pour soutenir les autorités mauriciennes dans la mise en œuvre de cette feuille de route pour l'économie circulaire à travers des actions telles que la sensibilisation, le renforcement des capacités et l'établissement de cadres favorables au partenariat public-privé. Cette coopération constitue un atout indispensable pour le renforcement du dialogue sectoriel en matière de gestion des déchets, la consolidation des relations partenariales entre Maurice, la France et la région, la création d'un environnement favorable à la mise en place de projets pérennes de gestion durable des déchets. Depuis les années 2000, l'AFD, globalement au niveau monde, a soutenu plus de 60 projets dans le secteur des déchets solides, pour un montant environ de 500 millions d'euros. Ces projets sont guidés par 2 engagements, 100% climat, 100% lien social. Ce cadre s'aligne aussi avec les engagements de la France vis-à-vis de la pollution plastique à travers le traité mondial. Pour conclure, permettez-moi de citer Martin Luther King qui, en soutenant les éboueurs à Memphis en 1968, disait « Votre métier est aussi important que celui d'un médecin. Si quelqu'un est appelé à être un éboueur, il doit balayer les rues comme Michel-Ange peignant des tableaux, comme Beethoven composait de la musique ou comme Shakespeare écrivait de la poésie. Tout comme ce grand homme exhortait à l'excellence, nous devons nous mobiliser pour une économie circulaire avec la même passion et la même quête de perfection. Maurice doit devenir un exemple, comme il l'est dans beaucoup d'autres, où chaque habitant prend soin de son île avec l'intention d'un artiste pour son œuvre. Avec ces stratégies ambitieuses, nous avons entrepris un long voyage vers un avenir plus durable. Continuons cette route avec détermination, car il n'y a pas de planète B. Je vous en remercie. C'est solide et la récupération des ressources organisées par la division de la gestion des déchets solides de mon ministère. L'engagement et la participation des parties prenantes ont jusqu'à présent joué un rôle essentiel dans le renforcement de la conception de la plupart des différentes stratégies politiques et aussi juridiques de mon ministère. J'ai toujours apprécié cette approche consultative et j'ai l'intention de consolider davantage la participation des parties prenantes, car je suis d'avis que cela renforce l'efficacité de nos politiques et de nos actions. Le secteur de la gestion des déchets solides a parfois fait l'objet de débats intenses et d'opinions fortement opposées concernant les différentes options de traitement. Des débats passionnés au niveau du Parlement et aussi en dehors du Parlement, et cela fait partie de notre espace démocratique. L'accent a trop souvent été mis sur ce qui se passe ou ce qui doit se passer à la fin de la chaîne des gestions des déchets, c'est-à-dire au niveau de l'élimination. Le Waste Management Strategy and Action Plan, qui a été récemment élaboré avec le soutien de l'Agence française de développement, a délibérément mis l'accent sur la valorisation des ressources. Il s'agit, à mon avis, d'un véritable changement de paradigme, car l'interface déchets-ressources n'a jamais été abordée d'une façon aussi pertinente auparavant. Il existe un important potentiel inexploité pour créer des opportunités tout en protégeant la santé humaine et l'environnement grâce au recyclage et à la réutilisation de certains flux de déchets dans le respect de l'environnement. Pour contribuer à ce changement de paradigme, des domaines stratégiques prioritaires et des actions d'intervention ont été identifiés. Cet atelier vise à promouvoir une bonne compréhension, une appropriation commune et un soutien aux 3 actions prioritaires qui sont mises en œuvre parmi nos parties prenantes. Mesdames et messieurs, en 2023, environ 541 141 tonnes de déchets solides ont été éliminés au site d'enfouissement de Marchicose. Aujourd'hui, chaque personne produit en moyenne 1,11 kg de déchets par jour. Si cette tendance se poursuit, nous atteindrons d'ici 2030 une production de 1,44 kg par personne par jour,
soit environ 650 000 tonnes de déchets annuels. Cependant, seulement 4% de ces déchets sont actuellement recyclés ou exportés. Selon le rapport Global Waste Management Outlook de 2024, le pays à revenus élevés affiche des taux de recyclage dépassant les 50%, tandis qu'en Afrique subsaharienne et en Amérique du Sud, ce taux est d'environ 5% seulement. Cette situation souligne une prise de conscience mondiale et locale que nos sociétés sont confrontées à une véritable crise de déchets. La gestion des déchets, autrefois considérée comme un enjeu marginal, occupe désormais une place centrale. Il est clair que nous sommes face à une crise que nous avons nous-mêmes provoquée, car les déchets s'accumulent, créant ainsi des responsabilités immédiates et à long terme. Face à cette situation, nos stratégies et nos actions doivent considérer les déchets non pas comme un fardeau, mais comme une opportunité de solutionner cette crise. Cela s'inscrit également dans le cadre plus large, englobant des enjeux comme le changement climatique et la gestion des ressources. Comme l'a si bien exprimé Robin Murray dans son livre Zero Waste, je cite, « Du point de vue de la pollution, le problème est de savoir ce qu'est un déchet. Du point de vue de productivité des ressources, il s'agit de savoir ce que les déchets pourraient être. En tant que polluants, les déchets exigent des contrôles. En tant qu'incarnation de l'énergie et des matériaux accumulés, il invite à une alternative. L'une est plus contrainte pour une ancienne façon de faire les choses, l'autre ouvre la voie à la nouveauté. » Fin de citation. Nous devons donc repenser notre approche de la gestion des matériaux à jeter. Il est impératif donc à maximiser le recyclage, de minimiser la production des déchets, de réduire notre consommation, de veiller à ce que les produits soient conçus pour être réutilisés, réparés ou recyclés, soit dans la nature, soit sur le marché. De plus, nous devons reconnaître que presque tout ce que nous consommons est importé. Par conséquent, il est crucial de développer des mesures politiques et fiscales visant à réduire la quantité de déchets produits. Mesdames et messieurs, la réussite des activités de recyclage ou de valorisation organique repose sur la capacité à capter la valeur résiduelle des matériaux contenus dans les déchets, à préparer ces matériaux pour un nouvel usage en tant qu'intrant industriel ou agricole, et à les vendre afin qu'ils puissent être utilisés pour fabriquer de nouveaux produits. Le compostage et le recyclage sont principalement des activités industrielles du secteur privé, qui ont rencontré d'importantes contraintes, notamment en raison de la faible valeur des matériaux et des flux de déchets mélangés rendant difficile la récupération de matériaux utilisables. Les prix des matériaux recyclables exportés sont fixés à l'échelle mondiale et appliqués par les entreprises locales dans la chaîne d'approvisionnement du recyclage. Les matériaux de faible valeur compromettent souvent l'ensemble des opérations de cette industrie. Par conséquent, des actions novatrices sont nécessaires pour prioriser la collecte séparée des déchets organiques et des matériaux recyclables afin de maximiser la quantité et la qualité des matériaux récupérés. L'objectif est de mettre en place des solutions de collecte séparées des déchets organiques et des matériaux recyclables afin de produire un compost de qualité et d'assurer un recyclage efficace. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel de disposer d'une matière première de qualité adaptée à la mise en marché et à l'utilisation. Cela implique la collecte séparée des déchets organiques et des recyclages à la source comme première étape de la stratégie. La collecte séparée joue un rôle clé dans la réduction de la contamination qui est quand même évitable des déchets, qui constituent la matière première. Cela garantira que, en tant qu'autorité, nous atteignons nos objectifs de réduction des déchets envoyés en décharge, que nous favorisons une gestion adéquate des ressources
et que nous renforçons notre résilience. Cependant, aucune collecte sélective ne serait efficace s'il n'existait pas d'infrastructure pour trier les recyclables et composter les déchets organiques. Comme vous pouvez le comprendre, de tels projets demandent du temps pour être réalisés, car ils doivent être associés à des projets bancables, afin d'attirer les investissements substantiels des promoteurs. Je comprends parfaitement les attentes de la population en ce qui concerne la mise en place d'un système de tri le plus tôt possible et la réduction des déchets destinés aux centres d'enfouissement. Je n'ai cessé d'exhorter les différentes agences à accélérer ce projet. Je suis heureux que nous soyons désormais à l'étape de l'implémentation, à l'étape de la mise en œuvre. Mesdames et messieurs, dans le cadre de la phase 2 de notre stratégie et plan d'action, une étude de faisabilité pour des usines régionales de compostage et des unités de tri a été réalisée. Cette étude a recommandé le développement de 2 usines régionales de compostage et d'unités de tri dans 2 régions de l'île, sur la base d'un partenariat public-privé. L'étude de faisabilité a démontré les avantages d'une mise en commun complémentaire des ressources, ainsi que le partage des risques et des responsabilités. Développer des projets viables qui profitent à l'économie, à la société et à l'environnement est une entreprise de grande envergure, nécessitant de passer par de nombreux processus et étapes. Après l'approbation du gouvernement pour la mise en œuvre des recommandations de la phase 2 de la nouvelle stratégie en août 2021, la division de gestion des déchets solides a procédé à l'acquisition d'un conseiller transactionnel en collaboration avec le BOT Projects Unit. Le processus d'appel d'offres pour la mise en place d'une installation intégrée de traitement de déchets sur la base du modèle Build, Own and Operate dans 2 régions de l'île a été lancé en novembre 2022. À la demande des soumissionnaires potentiels, nous avons dû prolonger la date limite de soumission des offres. Le processus d'évaluation des offres a finalement été achevé en novembre 2023. Étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un processus d'approvisionnement conventionnel, nous devons veiller à ce que toutes les procédures d'approvisionnement soient rigoureusement respectées et surtout que le projet soit bancable afin de couvrir tous les risques associés. C'est le premier grand projet de partenariat public-privé en matière de gestion des déchets attribué en vertu de la loi sur les projets BOT après négociation avec le soumissionnaire sélectionné. L'équipe de négociation, composée de différents ministères et autorités, a mené des négociations conformément aux procédures établies par la loi sur les projets BOT. Pour que le secteur privé puisse mobiliser les fonds nécessaires pour financer les projets et accepter de prendre des risques, il m'a été rapporté que les négociations ont été minutieuses et longues. Une lettre d'attribution a finalement été émise le 6 août 2024. Le soumissionnaire sélectionné, Sotravic Limited, pour le développement de 2 installations intégrées de traitement des déchets, comprenant des usines de compostage et des unités de tri. Ces installations seront situées respectivement dans la région de la Chaumière et l'Aventure. Le processus comprend une phase de pré-développement de 9 mois, à compter de la date d'attribution du contrat pour remplir les conditions préalables. Pour que cette période, au plus tôt, le soumissionnaire sélectionné devra soumettre divers documents tels que l'acquisition de terrain, l'évaluation de l'impact environnemental, l'approbation des banques et bien sûr, qu'il soit à la satisfaction du ministère. En résumé, dans ce projet de partenariat public-privé, le soumissionnaire sélectionné doit financer l'ensemble du projet, concevoir les infrastructures, construire, exploiter et maintenir les installations. Le projet de concession, ce qu'on appelle l'exploitation commerciale, sera d'une durée de 25 ans renouvelable. Le ministère devra fournir 130 000 tonnes de déchets triés par an à chaque installation. Cela permettra de détourner environ, dans un premier temps, 260 000 tonnes, soit environ 48% de nos déchets du site d'enfouissement. Mesdames et messieurs,
Je souhaite vivement encourager les promoteurs de ce projet à mettre en place des installations qui soient non seulement attrayantes, mais qui intègrent également les éléments de conception durable. Ces considérations durables incluent l'utilisation responsable de ressources naturelles et une gestion appropriée des infrastructures, qui à long terme contribueront à l'économie des ressources rares, à la réduction de la consommation d'énergie et à l'amélioration de la qualité environnementale. Lors de la phase de conception et des opérations, mon ministère, les agences concernées ainsi que les opérateurs des unités de traitement des déchets devront trouver des moyens innovants pour soutenir et intégrer les récupérateurs informels qui opèrent actuellement dans le système formel. Et nous avons vu ce phénomène surtout au centre de transfert de Rochebois tout récemment. Ces considérations durables incluent l'utilisation responsable de ressources naturelles et une gestion appropriée des infrastructures qui, à long terme, contribueront à l'économie des ressources rares, à la réduction de la consommation d'énergie et à l'amélioration de la qualité environnementale. Lors de la phase de conception et des opérations, mon ministère et aussi les agences concernées et les opérateurs devront trouver des moyens innovants pour soutenir et intégrer les récupérateurs informels qui opèrent actuellement dans le système formel. Nous devons reconnaître les bénéfices économiques, sociaux et environnementaux résultant du recyclage informel et trouver les meilleures façons de collaborer avec ce secteur pour améliorer leurs moyens de subsistance et leurs conditions de travail. Ils devront être formés et dotés du soutien logistique adéquat pour s'intégrer dans les unités de tri. Mesdames et messieurs, pour assurer le stockage séparé des déchets triés à la source, des bacs de couleur appropriés seront distribués aux ménages pour permettre un processus de tri efficace. Pour atteindre ces objectifs, les ménages, les organisations commerciales et industrielles, ainsi que les institutions devront jouer leur rôle en triant correctement leurs déchets. Pour les entreprises, le tri des déchets commerciaux qu'elles produisent est un élément crucial d'un système efficace de réutilisation et de recyclage. L'optimisation de la collecte séparée sera réalisée grâce à un ensemble d'actions et de mesures telles que la détermination des fréquences appropriées de collecte et le déploiement de véhicules de collecte adaptés par les collectivités locales et les sous-traitants désignés. Donc nous comptons ardemment sur la collaboration des collectivités locales pour que nous puissions mener à bien cette grande entreprise qui est le tri des déchets à la source. Parallèlement, mon ministère organisera une campagne complète d'éducation et de sensibilisation afin que chaque citoyen de ce pays se familiarise avec le processus de tri des déchets. Et bien sûr, nous comptons collaborer avec le ministère de l'Éducation pour que cette instruction puisse se faire aussi au niveau des institutions scolaires. Vous conviendrez avec moi que la mise à disposition des bacs et les campagnes de sensibilisation ne sont que quelques-uns des éléments nécessaires pour rendre le processus de tri des déchets efficace. Pour compléter ces éléments, il est indispensable de disposer d'un cadre réglementaire adéquat pour le tri spécifique des déchets à la source. C'est dans ce contexte que je tiens ici à remercier une nouvelle fois l'UNDP pour le soutien financier et technique apporté à la préparation de la Waste Management and Resource Recovery Act, qui a été promulgué le 31 juillet 2024, ainsi que pour le projet de règlement sur le tri des déchets à la source et le stockage séparé des déchets à Maurice. Ces règlements prévoient des obligations pour tous les producteurs des déchets, qu'ils soient domestiques, commerciaux ou industriels. En effet, avec la promulgation tant attendue de la Waste Management and Resource Recovery Act, la première pierre a été, sans aucun doute, posée pour transformer notre gestion des déchets en un écosystème où la récupération des matériaux occupe une place prépondérante. La division de la gestion des déchets solides travaille également en parallèle sur l'élaboration de 8 règlements, 8 regulations, sous la nouvelle loi, à savoir le Waste Carriers License et
aussi les installations des déchets, l'enregistrement des recycleurs et des exportateurs, 2. Troisième, l'enregistrement des scavenging contractors, 4. Le tri des déchets tel quel, 5. La responsabilité élargie des producteurs pour les équipements électriques et électroniques, 6. La responsabilité élargie des producteurs pour les contenants de boissons, ce qu'on appelle les producteurs des PET bottles, 7. Les déchets dangereux et la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, 8. La licence pour les installations de recyclage des véhicules en fin de vie. Mesdames et messieurs, mon ministère a entrepris plusieurs projets en ligne avec les recommandations du Solid Waste Management Strategy et Action Plan, ainsi que la feuille de route sur l'économie circulaire. 3 déchetteries ont été construites et sont opérationnelles aux stations de transfert de La Chaumière, La Laura et Poudre d'Or. La mise en place et l'exploitation de ces centres de tri ont permis au grand public et aux PME de disposer de leurs déchets triés à la source. Les matériaux les plus couramment séparés à la source sont les déchets de construction et de démolition, les pneus usagés, les déchets de bois, le papier, le carton et les plastiques et les métaux. Ces déchets sont remis gratuitement aux recycleurs pour soutenir le secteur du recyclage. Environ 1500 tonnes de déchets ont été réceptionnés dans ces 3 déchetteries, bien que ce chiffre soit encore modeste comparé à la quantité de déchets envoyés au centre d'enfouissement. Ces installations constituent des éléments clés dans la transition vers le modèle d'économie circulaire. Certaines catégories de déchets, comme le verre, nécessitent des approches spécifiques et il m'a été rapporté que les initiatives privées ont été prises pour le recyclage du verre. J'invite les organisations du secteur privé à sensibiliser leurs membres à l'existence de ces installations et à participer activement à leur utilisation. 2 unités de compostage ont été construites, à savoir à Vaqua, dans l'enceinte de la Special Mobile Force, et à Brado, pour le compostage des déchets verts provenant des parcs et jardins. De plus, l'élaboration d'une stratégie pour la gestion des déchets de construction et de démolition, avec l'aide de l'Union européenne, est également en cours. En ce qui concerne les pneus usagés, sur les 5000 tonnes générées, 3250 tonnes ont été exportées en 2023 par 3 recycleurs. Et il est prévu que ce chiffre augmente encore cette année. Mesdames et messieurs, l'enfouissement est l'option la moins privilégiée dans la hiérarchie de gestion des déchets. Et comme vous pouvez le constater, nous faisons tout notre possible pour détourner les déchets du centre d'enfouissement de Marchicose. Cependant, il est important de reconnaître que malgré toutes nos actions, nous aurons toujours besoin d'espaces d'enfouissement pour éliminer les rejets, les résidus et les déchets non traités. Vous vous souviendrez que ce projet de centre d'enfouissement a été lancé dans le cadre du programme d'investissement environnemental au début des années 90. Il prévoyait la fermeture de 21 dépotoirs et la construction d'un centre d'enfouissement afin d'améliorer les pratiques d'élimination des déchets. Ce centre d'enfouissement, qui permet d'éliminer des déchets en toute sécurité, a été développé par étapes. La première cellule, c'est-à-dire Cell 1, a été construite et exploitée à partir de 1997, avant d'être étendue progressivement aux celles adjacentes successives pour atteindre une superficie totale d'environ 50 hectares. Dès 2015-2016, il a été reconnu que sur la base du taux d'enfouissement et de la capacité de conception existante, le centre d'enfouissement atteindrait sa saturation en 2018. La première option envisagée était de chercher des terrains pour établir des nouveaux centres. Le 16 janvier et le 8 mars 2017, le ministère a mené 2 exercices d'expression of interest afin d'identifier les propriétaires fonciers susceptibles de fournir un terrain pour l'installation d'une décharge. Mais cet exercice s'est avéré non concluant. Comme le dit la devise, personne ne veut d'un centre d'enfouissement, mais tout le monde en a besoin. La possibilité de sécuriser des parcelles de terre privées adjacentes
au centre existant et appartenant à de petits plantaires a également été exploré. Cependant, cela aurait été impliqué de longues procédures d'acquisition, et aussi des procédures juridiques des fois, et il a été conclu que ce processus serait irréaliste. Ce serait irréaliste pour nous de compter sur cette option. La seule solution était donc d'optimiser autant que possible le centre existant sur le même site en l'étendant verticalement. En décembre 2017, le gouvernement a donné son accord pour poursuivre le projet d'expansion verticale de Marchicose, qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat de 10 ans. Mesdames et messieurs, un autre domaine d'une importance capitale qui touche tous les aspects de nos vies est la gestion des déchets dangereux. Il s'agit de déchets ayant le potentiel de causer des dommages ou des risques pour la santé humaine et l'environnement en raison de leurs caractéristiques inhérentes telles que l'inflammabilité, la toxicité, l'infectiosité, entre autres. Il existe divers types de déchets dangereux sous forme solide, liquide et gazeuse, et le traitement et l'élimination de chaque type sont différents. Ceci inclut les batteries au plomb usagées, les peintures usagées, les solvants usagés, les déchets acides et alcalins, d'autres déchets chimiques dangereux, les déchets pharmaceutiques, les déchets d'amiante, les huiles usagées, les déchets électriques et électroniques et les réfrigérants usagés. Il y a aussi les déchets contenant des métaux lourds tels que le mercure, le cadmium, le plomb, le chrome, entre autres. Selon l'inventaire des déchets dangereux réalisé en 2011, il est estimé que la quantité des déchets dangereux générés sur l'île s'élevait à environ 17 000 à 18 000 tonnes par an. La majorité de ces déchets dangereux est estimée à être des déchets électriques et électroniques et des huiles usagées. Des opportunités pour la récupération et l'élimination locale existent déjà pour plusieurs flux de déchets dangereux, tels que les huiles usagées, les e-waste et les déchets de soins infectieux. De plus, la plupart des batteries au plomb usagées sont exportées à des fins de récupération. Bien que les quantités de déchets dangereux générés chaque année soient beaucoup plus faibles en comparaison avec les déchets non dangereux, une mauvaise gestion de ces déchets peut entraîner des conséquences très graves, telles que les incendies, les explosions et la contamination de nos ressources environnementales. La gestion de ces déchets dangereux, en particulier des déchets chimiques dangereux, a longtemps été une préoccupation majeure à Maurice. Étant donné que les quantités générées sont trop faibles, il n'était pas économiquement viable de mettre en place un système de récupération et de traitement sur place. Ainsi, l'exportation de ces déchets pour leur récupération ou leur élimination reste la solution la plus pratique. C'est dans le cadre de cette stratégie de gestion des déchets dangereux à Maurice, une Interim Storage Facility for Hazardous Waste a été construite à la Chaumière à Bambou. Les déchets dangereux, en particulier les déchets chimiques dangereux, sont inspectés, échantillonnés et testés sur leur lieu de production, puis collectés et transportés vers l'installation où ils sont triés, regroupés, reconditionnés, étiquetés, stockés et exportés vers des installations de récupération ou d'élimination agréées conformément aux dispositions de la Convention de Bâle. Cette installation opérationnelle depuis avril 2017 est une infrastructure à la pointe de la technologie, conçue pour stocker un total de 1700 tonnes de déchets dangereux, avec un coût de construction s'élevant à 219 millions de roupies. Mesdames et messieurs, la compréhension et la gestion des déchets dangereux ne relèvent pas seulement de la responsabilité des autorités chargées de la réglementation environnementale, mais aussi de celle des chefs d'entreprise et des producteurs de ce type de déchets. Une gestion inadéquate de ces substances peut entraîner de sérieux risques pour les travailleurs sur le site, ainsi pour le grand public. Il incombe donc à tout un chacun de manipuler ces déchets dangereux d'une façon et faire preuve de diligence. J'encourage chacun à utiliser pleinement ces installations de traitement de déchets dangereux. Il convient de souligner que le gouvernement a approuvé le paiement d'une redevance subventionnée, payable pour les producteurs de déchets dangereux pour l'élimination des déchets dangereux
dans l'installation. Conformément au principe du pollueur-payeur, les producteurs de déchets dangereux sont tenus de payer une redevance de 100 roupies par kilo de déchets dangereux, avec une redevance supplémentaire de 2500 roupies pour les quantités excédant d'une tonne, pour l'élimination des déchets chimiques dangereux dans l'installation. Avec l'expérience acquise jusqu'à présent dans le domaine de la gestion des déchets dangereux, il était nécessaire de revoir les réglementations existantes, à savoir l'Environment Protection Standards for Hazardous Waste Regulations de 2001. Un projet de réglementation révisé a été préparé et soumis au bureau de l'Attorney General pour l'approbation. Ce projet contient des obligations spécifiques, y compris des sanctions pour les générateurs, transporteurs et installations d'élimination des déchets dangereux, afin d'assurer une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets. Donc, il comporte également des dispositions supplémentaires pour le transport de ces déchets déjà réglementés sous le Road Traffic Construction and Use of Vehicles Regulations de 2010. L'exportation, l'importation et le transit sont faits conformément à la disposition de la Convention de Bâle, dont Maurice est partie prenante depuis 1992. Nous mettons également à jour notre inventaire de déchets dangereux qui date de 2011, dans le cadre du GEF Islands Project avec l'assistance de l'UNDP. Les déchets dangereux sont une question importante qui exige notre attention et une action collective. C'est un problème qui touche tous les aspects de notre vie et de l'environnement. En comprenant les types de déchets dangereux, en reconnaissant leurs impacts et en mettant en œuvre des stratégies de gestion efficaces, nous pouvons travailler ensemble pour atténuer les risques et bien sûr sauvegarder les générations futures. Nous devons adopter une approche proactive qui met l'accent sur la prévention, la manipulation sûre et la réglementation. Mesdames et messieurs, la gestion des déchets solides est à l'intersection de nombreuses disciplines, la communication étant au cœur de celle-ci. Les utilisateurs coopèrent mieux s'ils comprennent pourquoi les services de gestion des déchets solides sont mis en place d'une manière particulière et ils sont bien placés pour contrôler l'efficacité et servir de source d'information. La gestion des déchets solides ne se limite pas à la construction d'infrastructures et à la signature de contrats, elle s'est transformée en une gestion de ressources. Cela nécessite un nouvel ensemble de compétences et de savoir-faire pour aborder les nouvelles technologies de traitement. Outre les compétences traditionnelles en génie civil et en sciences, il existe un besoin croissant de compétences en économie, en planification des déchets, en éducation du public, en développement des plateformes d'échange avec les différents ONG et même en techniques publicitaires modernes pour véhiculer les 9 R. J'invite les institutions publiques, y compris les autorités locales, le secteur privé, à réexaminer les aptitudes et les compétences dont ils auront besoin pour faire face aux nouveaux projets qui sont mis en œuvre. L'avenir, c'est maintenant. Dans tout projet, ce qui est important, c'est la collaboration de toutes les compétences, un leadership adéquat et une pensée systémique. Aucune personne ou organisation n'a le monopole de l'expertise et ne peut assumer toutes les tâches liées à la mise en œuvre des projets. Ce qu'il faut, c'est une approche transdisciplinaire qui nous permet d'innover et d'obtenir de meilleurs résultats. Mesdames et messieurs, engageons-nous à relever ce défi avec détermination et coopération. En prenant des mesures responsables et en travaillant ensemble, nous pouvons préserver la beauté naturelle de notre île et assurer un avenir plus sain et durable pour les Mauriciens et pour les générations futures. Nous partageons tous la même vision d'une île Maurice propre, verte et durable, et c'est pourquoi l'adoption des pratiques durables de gestion des déchets n'est pas simplement une option, mais une nécessité. Nous devons donc continuer à investir dans et à soutenir des solutions innovantes, et ce faisant, nous pouvons créer un avenir où les déchets sont minimisés, les ressources sont maximisées et notre environnement naturel préservé pour les générations à venir. Permettez-moi de vous souhaiter de discussions et des échanges fructueux. Le but du workshop, c'est avant tout de
d'assurer une meilleure communication avec toutes les parties prenantes, les ONG, la presse parlée, la presse écrite, et aussi bien sûr avec les opérateurs du privé et du public. Et je n'ai aucun doute, après ce workshop d'une demi-journée, nous sortirons d'ici armés et informés de la gestion des déchets et aussi de la politique de mise en place que nous sommes en train d'assurer aujourd'hui. Donc nous ne sommes pas arrivés à un stage de projet futur, nous sommes arrivés à une phase d'implémentation et bien sûr, je compte sur la collaboration de tout un chacun et je vous remercie pour votre attention.